Bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième webinaire qui est donc consacré, donc ces webinaires sont toujours consacrés à la réalité virtuelle en neurosciences et sciences cognitives. Aujourd'hui on va voir deux choses, un, les outils de création en réalité virtuelle, donc quels sont les logiciels ou les solutions qui existent pour créer du contenu en réalité virtuelle. Et en deuxième partie, le logiciel Roger, donc le logiciel sur lequel je travaille, pourquoi il fait de la VR, comment il en fait et surtout pourquoi ce projet est né. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui va vraiment être, qui va être intéressant à voir au fur et à mesure de ce webinaire. Alors, on va vraiment revoir aujourd'hui, comme toujours, j'insiste là-dessus, revoir très brièvement les bases au fur et à mesure, je raccourcis pour que ce soit de plus en plus logique. Voilà, quelques rappels sur évidemment qu'est-ce que la réalité virtuelle toujours. Et ensuite, on ira très vite sur les outils de création en VR. Alors, il y aura les outils généraux, donc qui ne sont pas forcément spécifiques à la VR ou spécifiques aux sciences cognitives et psychologiques. Et ensuite, il y aura également tout un aspect sur les outils, sur la psychologie. Alors, ça pourrait prendre des heures de tout présenter, ce n'était pas le but aujourd'hui. Mais voilà, je vais vous présenter quelques-uns, je vais vous expliquer également ma démarche. Ensuite, je vous présenterai également les avantages et les limites des outils. Et enfin, le logiciel Roger, qui est donc lui le logiciel qui est spécialisé pour la VR et en tout cas pour les sciences cognitives. Alors, quelques rappels forcément toujours. Alors, la réalité virtuelle, c'est donc un domaine scientifique et technique qui, exploitant l'informatique et les interfaces comportementales, en vue de simuler dans un environnement virtuel le comportement d'entités 3D qui sont en interaction en temps réel entre elles et avec un ou des utilisateurs en immersion pseudo-naturelle par l'intermédiaire de canaux sensorimoteurs. Donc, ça englobe bien évidemment les 3 I de Fuchs que maintenant, j'espère, vous connaissez par cœur. L'interaction, l'interface et l'immersion. Donc, immersion, c'est tout ce qui va être au niveau visuel, auditif, enfin vraiment tout ce qui va nous permettre de stimuler les sens et donc les perceptions et l'action, donc tout ce qui va être au niveau moteur ou comportemental. Et donc tout ça va influencer, alors la perception va influencer la décision qui influencera l'action et du coup les actions vont influencer le monde virtuel et va modifier la perception que nous avons dans l'environnement. Bien évidemment, tout ça doit être fait via des interfaces. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, comment utiliser les interfaces pour créer un monde virtuel, comment sont créés les mondes virtuels. Voilà. Alors déjà sur la première partie, donc premier webinaire sur la réalité virtuelle très largement, j'avais déjà proposé pas des outils, mais des techniques pour vraiment être sûr de faire une belle réalité virtuelle en parlant de FPS, les notions de réalisme, etc. Que c'était ce qui était plus ou moins important. En tout cas, voilà, on peut repartir. Vous pouvez revoir sans problème ce premier webinaire sur ces parties-là. Si vous voulez vraiment vous intéresser, maintenant, il y a des ouvrages vraiment très spécifiques là-dessus. Donc c'est là-dessus dont je tire toutes mes références et le travail que je vous propose. Donc voilà. Alors, je reprends toujours. Alors, la réalité virtuelle est un ensemble de techniques. Donc, ces techniques utilisent certaines technologies pour amener certains niveaux d'immersion. Donc, on a des immersions qui peuvent être totales, donc notamment grâce aux casques de réalité virtuelle, partielles, on va dire. Donc, des technologies plutôt sont des semi-immersifs, donc les systèmes cave ou un environnement plus contrôlé, ou alors simplement quelque chose où la réalité est plus présente qu'un monde virtuel, donc simplement l'usage d'un écran et d'un casque audio dans un environnement vraiment avec beaucoup de stimulus. Enfin voilà, ça reste toujours ces choses-là qui sont intéressantes à prendre en compte. Donc dans ce continuum, on a toujours les systèmes Nive, Sive et Five. Les logiciels que je vais vous présenter aujourd'hui, pour la plupart, permettent de faire les 3. Alors, ceux qui vont être généraux vont être plutôt sur les 3, les Nive, Sive et Five. Et ensuite, il y aura des logiciels où là, ce sera vraiment plus spécifique pour du Five ou même du Sive. Sachant qu'entre le Nive et le Sive, c'est relativement simple de passer de l'un à l'autre, tout simplement en modifiant l'environnement externe. Alors, pour le Five, là, il faut travailler un peu plus, il y a beaucoup plus de travail. Voilà, il y a beaucoup plus d'éléments physiques 3D à prendre en compte. Les interactions sont complètement différentes. Et donc, forcément, ça demande un travail supplémentaire, une finesse de détail, etc. Après, pour les systèmes Sive, en fonction de ce que vous donnez, si vous faites du système Cave,
Là, forcément, vous allez avoir un codage qui est vraiment spécifique puisqu'il va falloir synchroniser les vidéoprojecteurs et les projections pour que ça donne quelque chose de réaliste. Et après, sur les systèmes plutôt en 3D assez, on va dire, basiques, entre guillemets, ce sera beaucoup plus facile de créer du contenu. Alors, la problématique du jour, c'est vraiment comment créer des environnements en VR, comment créer des mondes virtuels. Alors, j'aurai pas le temps en une heure de vous faire un cours sur comment on crée du contenu en VR, mais voilà, je vais vraiment vous expliquer les logiciels, ceux que vous pourriez utiliser, si vous êtes vraiment intéressé, ceux que vous pouvez utiliser. Après, ce sera à vous de faire la démarche pour créer ce contenu. Moi, je l'ai fait de mon côté, c'est pour ça que je peux me permettre de vous expliquer un petit peu mon retour d'expérience par rapport à ça. Alors, du coup, on va un peu parler comment ça fonctionne, quels sont les langages informatiques utilisés ou apprendre. Il y en a plusieurs. Après, encore une fois, ils vont tous dépendre des logiciels sur lesquels vous allez travailler. Alors, du coup, on va travailler un petit peu au niveau des logiciels, les outils pour la conception de l'environnement et les codages de l'action, comment ça fonctionne, comment je crée des avatars, comment je les mets en mouvement, comment j'interagis avec, etc. Tout ça, on va essayer de le voir vraiment très brièvement. Comme je vous dis, l'objectif aujourd'hui, c'est pas de faire du technique. Alors, donc on va voir là maintenant dans cette première partie les outils vraiment de création en VR, mais les outils un peu généraux, c'est-à-dire que pas forcément dédiés à la psychologie ou aux sciences cognitives, mais à tout un ensemble vous avez tout un ensemble de possibilités. Alors, on va appeler ça des moteurs de jeu un peu plus complexes ou complets. Alors, vous avez comme par exemple Unity. Alors Unity, c'est donc un moteur de jeu qui comprend la création d'environnements virtuels et en même temps l'affichage d'environnements virtuels. Donc vous avez les formats 2D, 3D, VR ou même de réalité augmentée. Vous pouvez faire ça grâce à Unity. Alors l'avantage de Unity, il y en a plusieurs, c'est qu'en fait il y a vraiment une grande communauté de développeurs qui vont utiliser qui vont vous permettre vraiment de, si vous avez un souci, voilà, vous posez la question, vous montrez vos captures d'écran et eux vont vous répondre très rapidement. Généralement, en moins de 24 heures, votre problème il est réglé. Alors après, il faudra faire attention aux différents codages parce que Unity peut supporter au moins deux langages différents, le C++ et le C#, qui font partie des top 5 des langages informatiques à connaître. Alors, ça va certainement évoluer avec le temps, mais aujourd'hui, en tout cas, ils sont sûrs dans le top 10, top 5, top 10 pour ce genre de langage. Donc, alors, les langages de type C#, C++ ou ceux qui utilisent plutôt R, Python, JavaScript, etc. sont des langages où la syntaxe est extrêmement importante. Où là, il va vraiment falloir être vraiment vigilant à tout ce qu'on écrit. L'oubli d'un point, d'une virgule ou d'un caractère, etc. peut fausser complètement l'environnement. Donc ça demande vraiment d'être extrêmement minutieux par rapport à ça. Et copier-coller des morceaux de code qui ont été faits par d'autres, parfois c'est le risque que ce que vous ayez fait en amont ou ce que vous faites après ne colle pas avec le morceau que vous avez mis. Donc il faut être vraiment extrêmement vigilant. C'est pour ça que généralement on veut mieux tout coder de A à Z pour vraiment comprendre ça. On n'est pas obligé forcément de tout coder pour créer un environnement. En tout cas pour les aspects graphiques, on n'est pas obligé. Mais après pour les interactions, ça va demander déjà d'aller un peu plus en profondeur. Donc je disais grande communauté, donc ça c'est l'avantage. Il est multiplateforme, c'est-à-dire que si vous créez sur Unity, vous pouvez après passer sur PlayStation, Xbox, PC, Android, iOS, etc. Vous allez pouvoir faire ça sur différents supports et également passer sur de la VR, donc des casques de réalité virtuelle plutôt. Donc vous allez pouvoir utiliser des des matériaux différents, que ce soit différents types de casques, que ce soit les Oculus ou même d'autres, ou les Gear ou les trucs comme ça. Vous allez vraiment pouvoir créer et scripter en fonction d'eux. Vous allez pouvoir également accéder à énormément de formations. Voilà, il y a plein de choses qui se font en ligne avec Unity, donc ça c'est cool. Vous avez des formations qui sont très accessibles, très abordables, qui prennent du temps, mais qui ont le mérite d'aller au moins au bout du bout. Et après, ça va pouvoir vous faire vous aurez la possibilité de pouvoir
vraiment agencer comme vous le souhaitez grâce aux formations qui vont être soit spécifiques à la VR, soit spécifiques à de la 2D, à de la 3D, et ensuite vous allez vraiment pouvoir ajouter des informations supplémentaires. Vous allez pouvoir également créer des scripts visuels, donc c'est relier les actions, les événements entre eux, sans forcément passer par du codage, donc ça aussi c'est beaucoup plus simple, ça permet de faciliter les interactions. Et en fait, le gros avantage de Unity, c'est qu'en fait, il est extrêmement utilisé dans beaucoup de recherches et d'applications, c'est-à-dire que énormément de recherches qui sont publiées ont utilisé Unity comme moteur de base et en fait il est validé comme étant un outil qui va servir pour l'univers scientifique et ça c'est extrêmement intéressant et de plus il possède énormément, enfin, il y a beaucoup d'entreprises qui l'utilisent pour créer des plugins pour leur hardware par exemple, donc un eye tracker, un EEG ou un ECG ou quoi que ce soit. Il y a un plugin qui est développé sur Unity qui vous permettrait de pouvoir l'utiliser et l'emboîter très rapidement dans vos applications ou dans votre usage et ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Alors il y a un DU qui est fait à Paris Descartes, qui est donc réalité virtuelle et domaine de la psychologie. Je l'ai fait, il est vraiment très intéressant. En 3 semaines vous voyez un peu comment la réalité virtuelle a une implication dans différents domaines de la psychologie et des neurosciences. Et après pendant 15 jours vous essayez de créer votre propre application en tout cas en réalité virtuelle avec Unity, donc c'est vraiment très intéressant. Je vous le conseille pour ceux qui ont vraiment ceux qui auraient la possibilité de le faire ou qui se posent la question de le faire. Moi je vous le conseille, je l'ai fait, c'était vraiment très intéressant. En plus il a encore évolué ce DU, parce que moi je l'ai fait il y a 3 ans, je pense qu'on était le premier groupe ou le deuxième peut-être, mais en tout cas voilà, c'était vraiment très très intéressant. Et je vous le conseille pour ceux qui ont la possibilité de le faire. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec Unity finalement d'un point de vue concret ? Alors, c'est un moteur de jeu qui est énormément utilisé par des développeurs indépendants parce qu'il permet vraiment de faire beaucoup de choses de manière gratuite. Alors, on peut travailler sur des visions à la première personne ou à la troisième personne ou vue de haut, etc. Vous allez vraiment pouvoir faire tout ça. Et vous allez pouvoir créer du contenu un peu comme celui que je vous présente ici, qui est donc The Forest, qui est un survival horror, je crois. Voilà, vous pouvez nager sous l'eau, enfin voilà, c'est des choses que vous pouvez faire avec Unity, voilà, d'un point de vue graphique, on est quand même sur quelque chose d'assez intéressant, et vous allez pouvoir voilà, créer des choses, en faire disparaître, et vous voyez, vous pouvez jouer sur la physique, les lumières, et ça, du coup, ça crée un réalisme, voilà. Je ne sais pas s'il est utilisable en casque de VR 3D, en tout cas, rien que sur un PC, le soir, à certains moments, voilà, moi je le ferai pas en casque parce que c'est assez immersif, assez prenant, ça fait un peu peur quand même, mais voilà, donc voilà, vous pouvez faire ces choses-là, donc pour les patients qui veulent traiter leur angoisse, etc. Ça, ce jeu-là, il est top. Donc ça, c'est un exemple de ce qu'on peut faire avec Unity. Donc il peut être sur différentes plateformes, bien sûr, et vous avez aussi Subnautica qui, lui, est un peu plus joli. Alors, il est moins sombre plutôt que plus joli. D'un point de vue graphique, il est légèrement en dessous, il a été développé pour qu'il soit un peu plus léger. Enfin voilà, soit c'est utilisé par des entreprises qui font des jeux, ou alors par des indépendants, parce qu'en fait il y a vraiment toute une bibliothèque d'actions et d'objets qui sont disponibles dans le store. Vous avez un store et vous pouvez acheter des animaux par exemple qui sont déjà codés à l'avance, etc. Vous n'avez plus qu'à les mettre et ils peuvent faire leur vie tout seuls, ça c'est génial. Mais voilà, il y a le risque qu'il faut que derrière je sois bien capable de rentrer en interaction mes différents objets si je les développe pas par moi-même. Alors, ensuite vous allez pouvoir implémenter des avatars avec Fuse et d'autres objets avec Sketch ou Blender ou autre, peu importe. Voilà, ça c'est vraiment ça qui est intéressant. Si vous voulez créer un objet ou un avatar spécifique, vous pourrez le créer depuis l'extérieur et l'ajouter sur Unity. Donc ça c'est vraiment vraiment top. Je vous montrerai après des exemples. Alors, vous avez en autre moteur de jeu, j'ai rien oublié, ok, l'Unreal Engine, donc, qui est donc quasiment similaire à Unity, fonctionne presque de la même manière, ils ont des différences forcément. Ils comprennent également toutes les créations d'environnements virtuels, 2D, 3D, VR, réalité augmentée, etc. Une communauté de développeurs qui est également présente, un langage qui est fréquent, un tout petit peu différent d'Unity, mais qui est quand même, voilà, multiplateforme également. Il y a des formations en ligne. Alors, à ma connaissance, il n'y a pas de DU spécialisé en psychologie qui utilise l'Unreal Engine. Maintenant, j'ai testé les deux. Il y a des similitudes, donc vous pouvez assez facilement apprendre sur Unity et vous déplacer après sur l'Unreal Engine ou inversement. Ça pose pas trop de problèmes. Mais bon, généralement, quand on commence sur un, il vaut mieux continuer parce qu'on a plus nos habitudes. Alors, par contre, l'Unreal Engine se présente lui comme étant plus réaliste. Il est capable de pousser le réalisme au détail vraiment extrême.
je vais vous montrer dans les jeux qui ont été développés. Alors, vous pouvez très bien faire des choses très simples, plus vraiment des jeux. Donc là, je crois que c'est un jeu de pirate, donc c'est un peu, on va pas dire cartoon, mais voilà, c'est un peu plus développé au niveau, enfin, c'est moins développé au niveau graphisme ou réalisme, mais voilà, le gameplay est sympa, etc. Vous pouvez faire pas mal de choses, mais voilà, ça reste, voilà, c'est vraiment c'est du fun, c'est du fun, c'est fait pour. Vous pouvez faire ça avec l'Unreal Engine, mais vous pouvez surtout faire des jeux où là le graphisme est beaucoup plus important. Vous pouvez même mettre de la motion capture, où là ils ont réussi à reproduire quasiment à l'identique le visage d'un acteur pour jouer le rôle du personnage principal. Donc pour ceux qui connaissent, c'est Jedi Fallen Order, et pour les fans de Star Wars qui ont vu The Mandalorian, tous les décors en 3D qui ont été faits ont été développés sur l'Unreal Engine. Donc voilà, l'Unreal Engine c'est vraiment fait pour avoir ce réalisme poussé. Maintenant Unity se suffit largement. Voilà, après on l'a vu dans les différents webinaires, c'est pas le réalisme qui va pousser le plus dans les neurosciences. Maintenant, peut-être que pour des gens qui ont besoin, enfin, qui ont moins de troubles cognitifs et qui cherchent vraiment à avoir cette sensation d'immersion, ça peut être une balance intéressante à prendre, mais voilà, pour moi, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. On peut faire des choses super bien sans forcément pousser le réalisme à l'extrême. Alors, il y en existe plein d'autres. Je ne vais pas tous les développer parce que je les ai testés, mais pas assez pour pouvoir faire pour pouvoir présenter quelque chose d'assez correct. Alors, vous avez Sumerian qui est développé par Amazon, le CoSpace Edu, l'AppGameKit, le CryEngine de Microsoft ou Virtools d'Asso System qui a été énormément utilisé, en tout cas en France, qui a fait beaucoup de ces systèmes cave, donc les carrés ou les géodes. Donc ça, ce sont des environnements qui sont faits dans des sphères, dans lesquelles vous pouvez implémenter un environnement 3D dans des sphères. En fait, l'usage que vous allez avoir de ce genre d'outils, ça va vraiment dépendre essentiellement de vos besoins en interface, en réalisme ou en interaction, mais aussi et surtout de vos compétences en codage. Si vous êtes incapable de coder, que vous n'avez pas du tout envie de coder, ça va vraiment quand même être extrêmement compliqué de créer un contenu efficace. Maintenant, si vous voulez uniquement faire quelque chose pour se balader, pour être juste visuel, enfin ce qu'on appelle du game design, simplement voilà, présenter des choses visuellement propres et simplement se balader. Enfin, vous pouvez le faire sans codage, il y a des choses qui existent qui peuvent se faire très facilement. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, voilà, il faudra faire un retour assez... Enfin, voilà, il faudra à un moment donné passer quand même par le codage si vous voulez vraiment faire un contenu de qualité. Alors, il y a également des environnements qui ont été développés par la recherche pour la recherche. Donc là, vous avez l'OpenMask qui a été développé par l'INRIA, donc je crois que c'est à Rennes, si je ne dis pas de bêtises, entre 2001 et 2006. Vous avez également l'environnement LaRevi ou le EVI 3D, donc qui est de l'ARV et également de la réalité augmentée. J'ai pas détaillé parce que ceux-là, j'ai eu énormément de difficultés à les avoir en open source. OpenMask est en open source, mais voilà, je sais pas pourquoi j'ai pas réussi à l'installer. Je pense que le projet était un petit peu mis au point mort, donc il n'y a pas eu de mise à jour, donc c'est un peu compliqué d'installer sur des machines modernes. Mais en tout cas, si vous voulez vraiment vous intéresser par rapport à ça, il y a le traité de réalité virtuelle de Fuchs, donc le tome 3, lui, il va reprendre tout un ensemble, enfin il va vraiment les reprendre, les détailler, ce que vous pouvez faire, enfin voilà, il y a des choses qui peuvent être intéressantes. Alors, c'est des logiciels qui datent, donc graphiquement, forcément, on n'a pas poussé à l'extrême, mais vous pouvez faire pas mal de choses déjà assez intéressantes au niveau de la recherche en tout cas. Alors, pour créer des avatars, moi j'utilise Fuse parce que c'est ce qu'il y a de beaucoup plus simple. C'est encore des versions bêta et je suis vraiment déçu que Adobe n'a pas été au bout du bout. Donc, mais bon, voilà. Alors, vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez pouvoir personnaliser le corps, vous allez pouvoir personnaliser la tête, vous allez pouvoir jouer du coup sur les émotions, vous allez pouvoir jouer sur différentes choses. Donc, voilà. C'est vraiment, pour moi, c'est le plus simple hein, pour les novices dans la création d'avatars. Vous pouvez vraiment faire une multitude d'avatars. Je veux dire, à partir de là, vous allez pouvoir créer 1000, 2000, 3000, 10 000 avatars complètement différentes en jouant sur les habits, en jouant sur la taille des pommettes, les écartements des yeux, les couleurs de cheveux, la taille de la tête, comme vous pouvez voir, ça a augmenté, les hommes, les femmes, des musclés, des moins musclés, des petits, des grands. Après, vous allez pouvoir ajouter différents habits. Voilà, au fur et à mesure, vous allez pouvoir vraiment vous amuser à créer des avatars différents.
qui pourront être utilisés dans vos environnements pour les rendre beaucoup plus réalistes. Alors, il existe une database depuis pas longtemps qui a été établie par des équipes de recherche de Lille, où là vous allez pouvoir, ils ont créé des différents avatars selon différents critères. Donc c'est la database Athos, qui a donc été développée par Carto et Coelho en 2020, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Et de mémoire, il y a 64 avatars qui ont déjà été pré-testés en fonction de si vous voulez un homme, une femme, si vous voulez en fonction des visages. Je sais qu'ils ont fait des expériences où est-ce qu'on était capable de détecter un visage qui était menaçant ou plutôt souriant, si la personne portait un masque ou pas un masque, quels étaient les indices visuels dont on avait besoin pour un avatar, et donc par projection sur un être humain. Voilà, là ici on a un personnage qui est plus souriant. Enfin, voilà, on peut créer des choses un peu complètement différentes grâce à Fuse, et donc jouer sur l'ensemble des avatars. Alors bon, là il se passe des trucs un peu bizarres, mais voilà, vous allez pouvoir vraiment ajuster la taille des narines, enfin bref. Imaginez ça vraiment, que vous pouvez créer l'avatar qui vous ressemble ou pas. Une fois que ces avatars sont créés, il faut les animer, parce qu'un avatar qui reste les bras comme ça sans bouger, ça peut faire peur. Alors vous avez pour ça 2 exemples. Moi j'utilise Mixamo parce que quand j'ai pas trop le temps, j'utilise Mixamo. Puis je sais pas utiliser Blender. Alors ça vous permet d'animer très rapidement des avatars. Alors ici j'ai pris des avatars qui n'étaient pas hyper réalistes. Mais voilà, c'est vraiment très simple. Vous définissez dans vos avatars quels sont les points de mouvement, donc les coudes, les genoux, je crois qu'il y a un point de vue du pubis, du cou. Enfin voilà, il y a différents points qu'il faudra bien vérifier sur vos personnages. Donc ici, vous allez voir, vous allez devoir checker les points de mouvement. Et après, vous allez pouvoir appliquer des mouvements qui ont été préétablis, que ce soit pour des hommes, pour des femmes, la marche, rester statique, avancer, sauter, se relever, s'asseoir, enfin bref. Il y a vraiment toute une bibliothèque de mouvements qui sont déjà faits, et après vous avez simplement à les sélectionner, votre avatar se met en mouvement. Si ce mouvement-là vous plaît, vous le prenez et vous allez pouvoir l'implémenter sur Unity, l'Engine Online ou même d'autres qui l'utilisent. Alors chaque mouvement doit être incorporé. Voilà, si vous voulez que votre avatar, il doit démarrer d'un statut pas bouger, j'avance puis je cours, vous allez devoir prendre 3 mouvements différents. Voilà, donc là ici cette personne la danse. Enfin voilà, vous voyez que vous avez toute une bibliothèque ici, simplement en train de regarder autour d'elle. Voilà, et du coup c'est vraiment très simple d'animer très rapidement des avatars pour travailler quand vous voulez avoir des avatars qui bougent dans vos environnements. Après, pour ceux qui veulent plus de liberté, vous avez Blender. Mais ce qui dit plus de liberté, c'est aussi plus de contraintes d'un point de vue du codage, où là c'est quand même beaucoup plus compliqué. Moi j'utilise pas Blender parce que je ne sais pas l'utiliser et que j'ai pas le temps de me former à ça, mais vous avez plein de tutos en ligne qui vous permettent d'apprendre à créer des mouvements vraiment très spécifiques. Donc là, si vous voulez votre avatar est un mouvement spécifique, ce sera Blender et pas Mixamo. Mixamo, vous avez une bibliothèque déjà prédéfinie et vous ne pourrez pas y couper. Et ensuite, tout ça, vous le mettez dans Unity, vous le bazardez, et avec 2-3 morceaux de codage, vos personnages font des actions à des moments donnés, en fonction des choses que vous souhaitez. Alors, ça, vous allez me dire, c'est super, c'est beau, mais moi, je n'ai pas le temps, j'ai pas les connaissances, il faut que je sois opérationnel sur le terrain, très rapidos, j'ai pas envie de créer, etc. Ok, il n'y a pas de souci, il y a des outils qui existent, donc on va en voir un petit peu. Alors, j'expliquerai ma démarche à la conclusion de tout ça. Alors, il y en existe, bien sûr, des outils de création. Alors, en VR ou en tout cas en 3D plus ou moins immersif, vous allez pouvoir faire que ce soit en casque ou pas en casque, vous allez pouvoir utiliser ça. Alors, en psycho. Alors, vous allez avoir des programmes qui vont être plus libres ou plus ou moins programmés. Il y a vraiment des logiciels qui vont vous permettre certains degrés de liberté. Voilà, pour ceux qui se rappellent de leur cours de stats, le degré de liberté se calcule de cette façon-là. M'en demandez pas plus. C'est pas ma spécialité. Mais voilà, petit rappel statistique pour les psychologues. Alors, vous avez NeuroVR. Donc là, la version 2.0. Je ne sais plus de quand date sa mise à jour. En tout cas, c'est une plateforme de réalité virtuelle qui est gratuite, donc open source, qui est basée sur un logiciel qui permet de fournir aux professionnels cliniques un éditeur d'environnement virtuel gratuit qui permet à des utilisateurs non experts, et ça c'est important, de pouvoir modifier facilement une scène virtuelle afin de répondre mieux aux besoins du milieu clinique.
Donc cette plateforme, elle a vraiment deux composants, éditeur et lecteur, forcément, sinon vous allez pouvoir éditer et pas regarder, ou regarder sans pouvoir modifier. Alors voilà, donc du coup, il y a aussi tout une bibliothèque où vous allez pouvoir sélectionner déjà des choses qui ont déjà été faites par d'autres personnes. Donc ça aussi, c'est vraiment très intéressant. C'est quelque chose qu'il faut retenir. Alors, vous pouvez créer, alors une fois de plus, il y a une bibliothèque d'objets qui est déjà faite. Là, je crois que dans la vidéo audio, on va créer un bureau en simplement ajoutant dans la pièce que l'on souhaite. Voilà, on ajoute un bureau, on le tourne. Enfin voilà, ça prend un tout petit peu de temps, mais bon, Unity, vous ferez exactement la même chose. Hein. Donc voilà. Alors moi, j'ai un souci, c'est au niveau des choses que vous allez ajouter, parce qu'en fait, les avatars sont en 2D. Vous allez voir ici qu'en fait, vous le créez, vous l'ajustez, mais si vous tournez sur le côté, vous allez voir qu'en fait, il s'agit simplement d'une image qui est plate. Et du coup, c'est parfois un peu étrange. Voilà, c'est juste simplement une feuille en fait qui bouge, donc ça peut être un peu perturbant pour certains patients s'ils bougent autour. Alors c'est assez lent, je ne sais pas pourquoi, ça prend du temps toujours à se déplacer, et vous allez pouvoir également jouer sur les interactions. Alors au niveau des consignes, je ne sais pas ce qui est possible et permis d'ajouter par-dessus. Est-ce qu'on peut ajouter du texte ou de l'audio? Enfin, je pense que oui, en théorie. Au niveau des données, je ne sais pas, j'ai jamais utilisé NeuroVR, donc je ne sais pas quelles sont les données qui peuvent être extraites. Je pense qu'il y a des données qui peuvent être intéressantes à extraire puisqu'elles sont déjà utilisées dans le milieu de la recherche. Alors, vous avez également une application qui est canadienne qui s'appelle Psius, que j'aime bien, voilà, parce qu'elle est canadienne, tout simplement. Voilà, j'ai pris parti de ne pas présenter d'entreprise française aujourd'hui, je vous expliquerai au moment de la conclusion pourquoi, enfin française et belge. Donc, ce sont des logiciels, donc ce sont des environnements en 3D dans des casques en réalité virtuelle qui utilisent simplement un téléphone qu'on vient de glisser dans le casque. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont déjà dû tester ça. Donc, multiples fonctionnalités, plateforme avec à peu près 70 environnements et une dizaine de scènes vidéo à 360 degrés. Et ça va permettre de former la flexibilité sur le traitement de type de pathologie psychothérapique. C'est-à-dire que c'est plutôt tout ce qui est TCC, exposition, etc. qui va être soigné par ces applications, par cette application. Donc vous allez avoir ici une petite démo. Donc là ici c'est pour le traitement de la phobie dans des lieux publics type un métro tout simplement. Donc là c'est au Canada je pense. Alors on peut augmenter et diminuer la difficulté en ajoutant plus ou moins d'avatars ou peut-être un événement perturbant. Voilà, moi quand je l'ai testé, j'ai pas été j'ai pas fait tous les paramétrages, mais en tout cas voilà. Donc le patient est avec son thérapeute, etc. Il a son casque sur les yeux, donc il a uniquement la vision qui est stimulée. Donc on peut continuer d'être en relation avec son patient. Donc en TCC c'est extrêmement important. On peut programmer selon les besoins et les objectifs du patient et en direct. Donc c'est-à-dire que si votre patient va bien, vous allez pouvoir augmenter les niveaux de stress en augmentant peut-être les patients qui sont présents. C'est anglophone et les consignes doivent se faire à l'oral. Voilà, parce qu'en fait, il n'y a pas d'audio qui est intégré en plus dans la solution. Donc voilà, vous devez passer par-dessus. Donc si vous voulez l'utiliser, il n'y a pas trop de problème. Vous avez des marqueurs biofeedback, vous allez pouvoir suivre aussi l'évolution de votre patient en direct. Mais les consignes sont en anglais, donc il va falloir les traduire en direct et utiliser l'application en anglais telle qu'elle est. Donc là, vous voyez un peu les niveaux de stress, etc. Et vous allez pouvoir influencer sur, soit si vous voyez que c'est trop haut, on diminue. Soit vous voyez que c'est trop bas et dans ce cas vous augmentez, vous allez pouvoir mettre des marqueurs parce que voilà, à ce moment-là les rentrées, ça va pouvoir me permettre de dire si finalement c'est de l'entrée dans le métro qui l'angoisse ou une fois dedans. Enfin voilà, il y a tous les éléments que vous allez pouvoir analyser a posteriori. Alors, pourquoi si peu? J'en présente que 2 pour plusieurs raisons. Alors, il y a déjà sûrement beaucoup plus d'applications. Voilà, j'ai décidé de faire un format court pour cette présentation-là parce que je peux pas je peux pas prendre votre journée à vous expliquer toutes les applications qui existent. Et puis, je pense que ce sont des démarches qui doivent être faites de votre côté sur le type d'application que vous voulez utiliser ou que vous recherchez. Alors, très souvent, ces applications, en fait, ce sont des exercices ou des applications qui sont codées à l'avance, qui ne sont pas flexibles. Donc, c'est-à-dire que votre patient, il a un point A, un point B, et il est obligé de faire une suite d'événements qui est déjà définie à l'avance, et vous n'avez aucun moyen de modifier quoi que ce soit.
Donc du coup, les actions sont limitées parce qu'elles sont très souvent aussi orientées. Alors, il y a énormément d'applications, en tout cas en 3D immersive, qui parlent de relaxation, qui font de la réalité virtuelle enfin, des thérapies d'exposition par réalité virtuelle, la VRET. Donc, c'est vraiment extrêmement intéressant parce qu'en fait, ils ont déjà été développés depuis déjà les années 90, où déjà les premiers en 94 étaient déjà utilisés avec des patients. Il y a énormément de papiers dessus. Donc, on a aussi déjà une forte influence à ce niveau-là. Les psychothérapies qui ont eux pris le pas de la réalité virtuelle déjà il y a déjà presque 30 ans. Donc il y a plutôt un intérêt commercial à ce niveau-là parce que c'est du tout venant, donc on n'a pas forcément un marché de niche, c'est beaucoup plus large, donc il y a des intérêts commerciaux quand même par rapport à ça. Alors pourquoi il y en a très peu dans la cognition? Parce que déjà d'un point de vue commercial, c'est beaucoup moins intéressant pour des entreprises de créer justement ce genre de contenu. C'est extrêmement compliqué, ça demande beaucoup de travail, et donc parfois on préfère zapper. Et aussi, il y a un nombre de spécialistes en réalité virtuelle et en neurocognition en France sur la VR qui est vraiment extrêmement bas. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, il y en a très peu. C'est extrêmement difficile de trouver des facs, enfin des universités ou des laboratoires où il y a vraiment des spécialistes de la réalité virtuelle. C'était Madame Klinger qui me disait que si vous vous baladez à un congrès spécialisé dans la réalité virtuelle, donc vraiment spécialisé, hyper focus, si vous croisez un Français, un francophone de France ou de Belgique, c'est un événement extrêmement rare qui ne se reproduira que très peu. Voilà, il y a vraiment très très peu de spécialistes et c'est vraiment dommage. Et du coup, ça se ressent parce que si vous n'avez pas de spécialistes au niveau des labos et des universités, au niveau des enseignements, c'est extrêmement compliqué de vous proposer des contenus que des chercheurs ne maîtrisent pas, ce qui est tout à fait normal, bien sûr. Et voilà, donc c'est aussi pourquoi je fais ces webinaires, parce que je trouve qu'il y a un gros manque d'information et de formation au niveau de la réalité virtuelle, donc j'en parle un petit peu. Je donne des cours dans quelques universités à droite à gauche, c'est pas, voilà. Je dis pas que j'aimerais faire toutes les facs, mais voilà, j'aimerais qu'on parle plus de réalité virtuelle. On commence à en parler en licence dans certains masters. Il y a des masters qui sont vraiment spécialisés, notamment à Brest. Vous en avez un qui est spécialisé. On en parle aussi à Paris-Descartes, parce que forcément, il y a un labo extrêmement puissant. À Angers, on en parle. À Nice, on commence à en parler. À Lille, on en parle aussi beaucoup. Enfin voilà, il faut vraiment... Voilà, il y a un essor qui commence petit à petit, mais on a du mal à avoir les spécialistes pour en parler. Ah oui, et aussi pourquoi je parle très peu d'applications, parce que voilà, dans mon travail consiste à développer une application logicielle en réalité virtuelle pour des patients et en faire un produit commercialisable. Donc je me suis gardé de présenter d'autres outils parce que d'un point de vue... Alors, j'étais un peu partagé entre est-ce que je dois les présenter, qu'est-ce que je vais en dire. En étant objectif, ça, il n'y avait aucun problème. Mais en même temps, je suis aussi tenu par un certain secret par rapport à la concurrence. Du coup, voilà, j'ai dit, ok, je ne vais pas en parler, je vais quand même présenter un ou deux outils sur lesquels je sens qu'il y a une concurrence qui est très lointaine et dans lesquels je ne suis pas forcément impliqué. Donc voilà, aussi cette démarche, c'est pour ça que j'en présente très peu. Il y en existe qui ont des bons côtés, qui ont des mauvais côtés, mais ça après, ce sera vraiment, c'est à vous de définir, c'est à vous de faire ce travail-là, d'aller voir un peu ce qui se passe et prendre les éléments que je vous ai présentés en disant ok, la VR c'est ça qui est bien, c'est ça qui est pas bien. Je dis pas que les applications le font ou le font pas, je dis juste qu'il y a des bons et des mauvais usages de la VR et ensuite vous voyez si les applications que vous pouvez voir ou utiliser vont vous permettre d'avoir les bons ou les mauvais côtés de la VR. Donc, il est possible de concevoir des applications en VR en utilisation des outils... qu'est-ce que j'ai mis? Ok, possible de concevoir des applications en réalité virtuelle en utilisation... j'ai fait une petite faute, excusez-moi, pardon. Voilà, j'ai relu ce matin, mais c'était pas suffisant. Donc il y a des outils à votre disposition, programmation, game design. Il est également possible d'utiliser des outils qui facilitent mais limitent les créations, forcément. Avantages et inconvénients. Il faut utiliser des applications où chaque paramètre est déterminé à l'avance, donc c'est souvent non modifiable parce que c'est beaucoup plus simple d'avoir des applications clés en main. Il y a également un intérêt scientifique et clinique, mais qui est peu développé, en tout cas en France et en Belgique, mais comme je dis, ça a tendance un peu à s'accélérer. On a de plus en plus d'informations et de papiers qui sortent à ce niveau-là, donc c'est vraiment, vraiment intéressant. Alors, donc en fait, tout est une question de balance entre ce que vous avez besoin, ce que vous avez envie, ce que vous pouvez faire, ce que vous voulez faire, ce que vous ne voulez pas faire. Si vous avez du matériel de pointe, du temps, des ingénieurs,
et les moyens, allez-y, concevez, faites vos propres exercices en VR, c'est top. Si vous en avez beaucoup moins, utilisez des choses qui sont déjà programmées, clés en main. Au moins, l'objectif vraiment, c'est que vos patients puissent bénéficier de tous les avantages et de les meilleures thérapies possibles. Et c'est surtout en ça que je vous présente après notre projet. Mais voilà, l'objectif vraiment, c'est de vous dire, ok, les nouvelles technologies, il y a des choses qui sont abordables. Pourquoi je dois les utiliser? Ça, c'est le principe de ces webinaires. Et ensuite, lesquels je vais utiliser, ça, c'est votre travail de thérapeute qui rentre en jeu. Alors, si vous voulez avoir des informations, c'est extrêmement compliqué. Voilà, il y a très peu de sites spécialisés. Alors, vous avez l'ISVR qui organise des congrès, notamment les ICVR. Il y a très peu de Français qu'on voit ou de francophones, excepté des Canadiens. Alors, sur l'OFPN et la SNLF, il y a très peu d'informations. J'ai essayé de retourner tout ça dans tous les sens. C'est pas du tout péjoratif. J'attaque pas l'OFPN et la SNLF, hein, bien au contraire. Mais parlez-en, lancez des sujets, créez des groupes de discussion, de travail dessus. Il n'y a aucun problème. Je trouve ça vraiment très intéressant. À l'inverse, en ergothérapie, par exemple, il y a beaucoup plus d'accroche. Ils sentent le truc et ils y vont davantage. Alors, il y a des choses sur l'OFPN, la SNLF a même fait un congrès il y a pas longtemps qui était spécialisé sur la VR, mais moi, personnellement, j'aimerais qu'il y en ait plus. Voilà, l'OFPN et la SNLF font un excellent travail pour promouvoir les neurosciences et la neuropsychologie, mais s'il vous plaît, si vous m'entendez, allez, faites un peu plus, faites plus de topics sur la VR, ça va intéresser beaucoup de monde. Enfin, voilà, en tout cas, il n'y a rien vraiment de très officiel ou de reconnu au niveau national à ce niveau-là. C'est extrêmement compliqué d'avoir vraiment des experts, des chercheurs ou des spécialistes dans ce domaine. Il y en a, mais c'est difficile. Donc, si vous êtes doctorant ou vous avez envie d'embrasser une carrière universitaire et de chercheur, allez-y, la VR, c'est l'avenir. Vous pouvez vous lancer, en plus, vous aurez des chouettes sujets parce qu'il n'y a pas grand monde pour l'instant pour vous concurrencer. Avantages et limites de chaque outil. Alors, au niveau des avantages, en fait, toutes les solutions, elles sont très adaptées ou adaptables. Donc ça, c'est vraiment ça qui est génial sur les éditeurs libres, hein, donc les plus complexes. Alors, personnalisation totale, ça peut être multijoueur, multiplateforme. Vous avez une communauté extrêmement bienveillante et super sympa et cool. Vous avez même des super... tous les ans, je crois, Unity fait un super congrès de 2-3 jours. Ils expliquent les nouveautés, ils apprennent des façons de coder différentes, etc. C'est super top. Le prix, parce que forcément, c'est gratuit souvent, ces logiciels-là. Elles sont payants qu'à partir du moment où vous faites du revenu. Donc, si vous êtes développeur indépendant, voilà un certain revenu, vous devez payer, etc. Enfin, bref. En tout cas, vous pouvez travailler gratuitement grâce à ça, donc ça, c'est top. Il y a des inconvénients, forcément, c'est très chronophage, ça prend du temps, surtout au début. Après, une fois que vous avez des habitudes, ça va aller beaucoup plus vite. Vous pouvez créer des choses déjà faites et après, vous les baladez de vos environnements à un d'autre, donc ça, c'est intéressant. Il faut forcément des connaissances et ou une formation spécifique qui est forcément nécessaire. Il y a les données qui sont à extraire qui sont très difficiles parce que souvent, on ne s'embarrasse pas, on fait du jeu vidéo, de certaines données, on zappe tout, parce que sinon c'est lourd à supporter, mais c'est extrêmement important, mais du coup extrêmement difficile de les obtenir, mais on peut les avoir. Alors le côté universel, donc dans le sens où... alors, qu'est-ce que je voulais dire par là ? Alors en fait, ce qui se passe, c'est que si vous développez dans un format, vous êtes obligé de l'utiliser dans un format. Et ça, c'est extrêmement compliqué. Si vous développez de façon PlayStation, vous êtes obligé de l'utiliser sur PlayStation. Alors après, il y a des astuces pour pouvoir les créer dans d'autres choses pour le rendre plus universel. Mais voilà, ça, il faut y penser déjà en amont. Quel est l'outil que je vais utiliser derrière. Les validations, forcément, ça a besoin quand vous utilisez des outils, ils ont besoin d'être validés. Ça, forcément, c'est toujours quelque chose de très compliqué. Et en fonction du matériel, voilà, pour pouvoir développer, il faut quand même un ordinateur puissant qui doit quand même créer un jeu vidéo. Donc, s'il doit le créer, il doit le supporter également. Donc, ça demande quand même un minimum de matériel pour pouvoir bosser efficacement. Les éditeurs guidés, donc ceux qui ont déjà fait des choses et que vous pourrez simplement paramétrer. Ils ont forcément leurs avantages aussi, donc souvent en prix ils sont relativement attractifs pour ceux qui sont en open source, qui vous permettent de créer plutôt de manière très large. Ce sont des outils plutôt clés en main, donc vous n'allez pas forcément pouvoir tout personnaliser, mais en tout cas avoir une certaine dose de personnalisation. Alors la personnalisation elle va être plutôt sommaire, mais relativement rapide. Souvent ce sont des outils qui ont une validation scientifique derrière, et qui peuvent répondre à certains objectifs de certains patients. Donc ça peut être intéressant aussi. Ce qu'il y a, c'est que vous ne pouvez pas choisir un
un outil parce qu'il ne va... Enfin, plus vous allez être patient, plus vous allez avoir des patients différents avec des objectifs complètement différents et vous allez avoir besoin d'applications qui répondent au plus possible à vos patients. Donc, il va falloir aussi trouver cet équilibre. Alors, au niveau des inconvénients, souvent, c'est pas assez personnalisable. Les exercices sont plutôt guidés et non libres. Ça demande aussi un matériel spécifique. Donc, pour l'application en thérapie par exposition, ça demandait un certain téléphone, un certain casque pour pouvoir être utilisé. Donc forcément. Alors, il y a une validation scientifique, mais en même temps, elle est plutôt faible parce que souvent, on n'a pas assez de données pour pouvoir faire quelque chose de vraiment très fort, très fiable. Alors, il y a des beaux effets, hein, c'est vraiment pas le problème, c'est validé, mais je pense qu'on peut aller encore plus loin. Et souvent aussi les prix, parce que quand vous avez quelque chose qui est déjà fait, codé par des entreprises, ça prend énormément de temps. C'est extrêmement compliqué et très coûteux en termes humains pour pouvoir développer des applications efficaces et cohérentes. Et donc forcément, ça peut expliquer le prix, parce qu'en termes de recherche et développement et de création de logiciels, c'est extrêmement coûteux. Voilà, on se dit les jeux AAA, 80 €, c'est excessif, mais en même temps, si vous saviez tout le travail qu'il y avait derrière, vous dire en fait 80 €, c'est rien. Donc voilà, il faut aussi qu'il y a un équilibre à faire dans la rentabilité de ce genre d'outils. Alors, donc pour ces outils, une fois qu'on a fait les avantages et les inconvénients, comment on les choisit ? En fait, ça va dépendre encore une fois de vos possibilités, de vos attentes. Qu'est-ce que vous attendez d'un outil ? Qu'est-ce que vous avez la possibilité de faire ou pas ? Ensuite, de votre population en face de vous, est-ce que vous avez des enfants, des adultes, des personnes âgées ? De votre budget et votre matériel, est-ce que je peux me permettre de faire de la VR immersif via un casque ou tout simplement via un écran ? Est-ce que j'ai un vidéoprojecteur ? Comment je peux travailler cette VR ? Et des formations à votre disposition. Plus vous allez avoir un outil qui va vous permettre d'avoir des formations derrière, plus vous serez serein et apte à mieux l'utiliser avec vos patients. Et ça, c'est extrêmement important aussi, de pouvoir être formé et pas simplement télécharger un outil, l'utiliser et après, on verra si ça fonctionne, tant mieux. Si ça ne fonctionne pas, tant pis. Et ça, non, effectivement, il faut vraiment penser à quelque chose à des outils qui puissent vous former tout au long de votre pratique. Donc aussi, encore une fois, l'intérêt de ces webinaires. Alors, l'intérêt aussi de ces webinaires pour moi, c'est de vous faire parler du projet sur lequel je travaille, donc, qui est donc l'entreprise Real IT et le logiciel Roger. Donc ce sont l'ensemble, l'objectif est de créer des solutions logicielles pour la rééducation cognitive, le diagnostic, et tout ce qui va être autour de la rééducation et du traitement des cognitifs par les spécialistes. Alors, je tiens quand même à poser les choses très, très clairement. Je suis donc le futur fondateur de la future spin-off Real IT qui va commercialiser le logiciel Roger que je vais vous présenter. Voilà, au moins je veux que les choses soient très claires entre vous et moi. Ici, je ne suis pas sur une démarche commerciale. L'objectif n'est pas de vous vendre mon logiciel, bien au contraire, c'est simplement de vous le présenter et de vous présenter également les travaux que nous avons eus et la réflexion que nous avons eue derrière dans la création. Voilà, ça fait 2 ans. Plus de 2 ans que je travaille dessus, j'ai fait 1 an en clinique avec et ensuite 2 ans en développement, création de start-up, etc. et développement du logiciel, où là on a réfléchi sur comment faire du bon contenu, créer de la VR intelligente et efficace, et c'est aussi ce que je vous transmets via les webinaires et ce que je vais vous transmettre aujourd'hui. Voilà, donc c'est ce que je vous dis, donc c'est sur mes travaux sur le marché des logiciels, je me suis formé donc à la VR et à ces outils. Et donc, ce que je disais, le premier constat, c'était ce manque d'information et de formation dans le domaine. Donc, d'où l'idée de ces webinaires qui vont vous accompagner toute l'année, je l'espère, et encore l'année suivante, et ainsi de suite, pour vraiment avoir le top. Voilà, vraiment pouvoir vous dites, ok, tiens, la VR, je sais où trouver l'information, je sais où me former, entre guillemets, pour pouvoir le faire. Voilà, donc mon souhait, c'est vraiment de vous présenter mon travail et les éléments de réponse par rapport à qu'est-ce que la VR, par rapport à ça. Alors, donc pourquoi Real IT ? En fait, c'était vraiment né d'un besoin, c'est-à-dire ces 2 neuropsychologues à l'hôpital Erasme au service CRFNA, donc un service de neurologie ambulatoire. Donc c'était Alexia Watley et Catherine de Giorgio qui ont eu cette idée en disant ok, le patient a des problèmes cognitifs qui nous expliquent en disant voilà, chez moi j'ai des difficultés à. Et en fait, en milieu hospitalier, on se rend compte que en fait tout va bien, ou en tout cas les problématiques qu'ils soulèvent, ne sont pas retentissants dans le bilan. On a du mal à distinguer vraiment l'aspect trouble cognitif et handicap. Et là, c'était vraiment très compliqué, donc ils se sont dit, bon, on ne peut pas aller au domicile du patient, faisons venir le domicile à l'hôpital et voyons comment il se débrouille dans un environnement type une maison.
Et donc j'ai eu la chance d'être formé lors de mon parcours universitaire par donc Alexia et Catherine et donc toute l'équipe que je salue, donc mes anciens collègues, je les salue, je leur fais des gros bisous si elles me regardent et j'espère qu'elles me regardent. Voilà, donc je les salue et en fait c'est elles qui m'ont formé à cette envie de vouloir toujours proposer plus pour le patient, quelque chose de beaucoup plus intéressant, de pertinent pour lui, pour vraiment objectiver ses troubles cognitifs sur les aspects comportementaux, quantitatifs et surtout qualitatifs. Et c'est vraiment à ça que doit servir la réalité virtuelle. C'est au-delà de faciliter le travail pour le thérapeute dans la cotation des actes, enfin dans la cotation des bilans, etc., de pouvoir vraiment proposer quelque chose de beaucoup plus efficace. De mon sens, de ma formation, de ce que j'ai vu, la réalité virtuelle est efficace et certainement plus efficace qu'une thérapie classique si elle est bien menée. Et donc j'ai vraiment eu envie de m'inscrire dans ce schéma-là. Donc j'ai utilisé le logiciel Roger lors de ma clinique et j'ai vraiment kiffé. Clairement, j'ai kiffé l'utiliser, ça m'a fait vraiment un plaisir. Et là, je me suis dit, ok, il faut en faire quelque chose. Et donc là, Catherine et Alexia m'ont dit, bah, écoute, banco, vas-y, fais-le. Donc voilà, à la suite de ma formation, j'ai fait 1 an en tant que clinicien, où là j'ai vraiment utilisé le logiciel et ensuite je suis parti à l'Université libre de Bruxelles en tant que collaborateur scientifique pour monter le projet avec Monsieur Clermont et Mademoiselle Camara Lopez donc de l'ULB qui m'aident maintenant à comment dire à parler de réalité virtuelle, à expliquer la réalité virtuelle et à monter ce projet. C'est vraiment extrêmement passionnant et intéressant. Mais bon, on n'est pas là pour parler de moi, on est vraiment là aussi maintenant pour parler du logiciel. Je voulais vous expliquer ma démarche. Moi, ma démarche, c'était en tant que thérapeute, j'avais besoin d'un outil qui soit efficace pour mes patients et simple d'usage pour moi. Et dans Roger, j'ai trouvé les deux à l'époque. Et donc maintenant, j'ai envie de le rendre disponible pour tous. Donc voilà, ça c'est ma démarche. Donc Reality sera donc une spin-off qui sera spécialisée dans les neurosciences et la réalité virtuelle. Donc je remercie Fishing Cactus qui a développé l'interface visuelle, l'ULB qui m'a aidé dans le développement et la structuration de la future spin-off, mais également dans le développement scientifique du projet, Multitel pour tout ce qui est traitement des data, Aepodia pour tout ce qui est normes RGPD, etc. Et la Wallonie qui finance le projet depuis déjà pas mal d'années. Et donc je les remercie, on est sur la dernière ligne droite, on va y arriver. Donc voilà, l'objectif c'est vraiment de pouvoir rendre accessible, et c'est là-dessus que j'insiste, c'est rendre accessible les nouvelles technologies aux professionnels de santé afin qu'ils puissent en faire bénéficier leurs patients. Moi c'est vraiment ça, c'est faire bénéficier les thérapeutes pour qu'ils en fassent bénéficier les patients. Et ça c'est vraiment quelque chose qui est important, sur lequel je mets un honneur particulier, donc j'ai pris un peu de temps de bien réexpliquer le contexte. Voilà, je ne suis pas là pour vous vendre le logiciel, je suis simplement là pour vous l'expliquer, vous le démontrer, tout simplement. Donc, Roger pour Realistic Observation in Game and Experiences in Rehabilitation est donc un serious game thérapeutique. Alors, pour ceux qui me suivent et qui me connaissent, savent que j'aime pas trop le terme serious game, mais voilà, je trouve quand même qu'il est un peu péjoratif, mais en même temps, c'est aussi lui qui explique le mieux les choses. Donc, voilà, c'est donc un serious game thérapeutique qui a été développé par des chercheurs à l'ULB et les neuropsychologues de l'hôpital Erasme que je vous ai présenté, donc Alexia Watley et Catherine de Giorgio, et qui ont ensuite été développés à l'ULB par d'autres équipes de chercheurs. Pas te présenter tout le monde parce que la liste serait très longue, mais enfin voilà. Donc, on veut développer des environnements de réalité virtuelle sous forme de plateformes logicielles qui vont permettre de plonger des individus présentant des troubles cognitifs dans une expérience immersive, prenante et réaliste au sein d'un environnement virtuel. La personne va donc jouer des mises en situation qui vont être proches des activités de la vie quotidienne. Et donc, ces scénarios doivent être établis par les professionnels de la cognition. C'est-à-dire que ce n'est pas l'entreprise qui va décider ce que le patient va faire, mais c'est le thérapeute qui va décider ce que le patient va faire. Donc on a un éditeur de scénario qui est générique et complètement ergonomique, qui va donc permettre d'utiliser et de programmer de manière très simple, donc programmer sans langage, je précise de programmer des interventions. Et donc on a testé ça également sur le terrain, que ce soit en clinique ou en centre de recherche, mais également testé ça auprès de patients, on a eu des retours très positifs, donc on se lance dans l'aventure pleinement. Alors, Roger, ça se présente de différentes façons. Il y a un environnement, c'est donc une maison classique que j'aime appeler moderne et d'Europe occidentale. Alors, peut-être d'un niveau de vie assez élevé quand même, mais
voilà, on est parti du principe où il faut essayer de vider toutes les pièces d'une maison, donc un jardin, une buanderie, un garage, enfin voilà, que chacun puisse se dire ok, cette pièce-là, je l'ai chez moi, ça c'est le minimum. On a également travaillé sur le mobilier, à savoir quel était le mobilier qui était le plus facilement présent chez les gens. Pour se dire ok tiens, moi j'ai le même chez moi, il y a le même chez ma tante, chez mon voisin, chez un ami, je l'ai déjà vu dans les magasins, comme ça le patient se dit ok, ce qu'il y a là, je peux le retrouver chez moi ou le retrouver en tout cas dans un environnement qui m'est proche. Et du coup, ça facilite le transfert. Alors, il n'y a pas que ça. Je rappelle que pour faciliter le transfert, je referai un point, je crois, juste après. Pour faciliter le transfert, il faut vraiment que l'environnement soit écologique, mais que la tâche également soit écologique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que on ait une tâche qui soit vraiment de type papier-crayon dans un environnement écologique. Ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. Enfin, ça en a un petit peu, mais ce n'est pas le meilleur sens qu'on pourrait donner. Ce serait un mauvais usage de la réalité virtuelle. Donc ici, je vais vous faire la petite visite de la maison, donc pour ceux qui veulent voir un peu à quoi ça ressemble. Donc c'est vraiment une maison classique, encore une fois, mais bon, voilà, vous avez un hall d'entrée, vous avez ensuite sur la gauche, vous avez un garage dans lequel vous allez pouvoir faire, pour des patients peut-être un peu plus accros au bricolage, qui ont envie de reprendre ces choses-là. Alors la voiture n'est pas encore bougeable, mais voilà, comme je vous dis, on est encore en cours de développement, on a encore des choses à travailler, mais on y travaille. Vous avez une buanderie, donc là vous allez pouvoir travailler des tâches comme trier le linge par couleur, peut-être par catégorie, vérifier s'il est au niveau attentionnel, s'il est propre, s'il est sale, etc. Vous avez visité le petit chien Roger qui est présent. Vous arrivez ensuite dans la cuisine. À droite, derrière vous, vous avez le frigo et à gauche le four. Voilà, on ne les voit pas, c'est dommage. Et ensuite, vous arrivez sur la salle à manger. Vous allez pouvoir faire des tâches. Alors, là, on peut imaginer des tâches où je dois préparer une cuisson, gérer les temps de cuisson pour les mettre à table dans un temps donné. Je dois également faire... Alors, un exercice que j'aimais bien en ergo, que je voyais, c'était les plans de table. Ça, vous allez pouvoir le faire en vrai, en VR. Vous allez également pouvoir travailler sur les trucs attentionnels au niveau de la télé. Il se passe des choses, j'ai envie de regarder, ça m'intéresse, mais en même temps, je suis occupé à faire autre chose. Au niveau du bureau, vous allez également pouvoir faire des tâches un peu plus administratives, du traitement de factures, etc. On sait qu'il y a des patients qui parfois oublient un petit peu les choses ou ont du mal à gérer leur quotidien par rapport à ça. Vous allez pouvoir le travailler dans ce bureau. On va également pouvoir travailler tout ce qui est l'hygiène corporelle. Ça, c'est des choses qui sont vraiment extrêmement présentes, surtout chez des gens qui ont des troubles cognitifs, en tout cas des TC vraiment très, très, très sévères. Donc, vous allez pouvoir travailler un peu ça dans cette salle de bain. Après, rien ne vous empêche de faire des tâches de mémoire de travail à court terme ou attentionnelles dans une salle de bain. Ça, il n'y a pas de restriction par rapport à ça. On a vraiment juste l'option était de développer le plus possible de pièces, quoi. Donc ici, on a des toilettes. Je n'ai pas encore trouvé de tâches cognitives à faire dans les toilettes, mais voilà, je suis preneur si quelqu'un a une idée. Moi, il n'y a pas de souci. On a également une chambre pour enfants, donc si on veut travailler avec les enfants, il n'y a pas de problème, c'est un environnement qui eux connaissent. Alors on n'est pas trop sur une chambre d'ado, je vous l'accorde, mais en tout cas pour les plus petits, ça peut être quelque chose d'intéressant. On peut travailler sur les couleurs, on peut travailler sur des tâches un peu de rangement, de sémantique aussi. C'est quelque chose que j'ai déjà testé, c'est vraiment hyper intéressant avec les enfants, c'est faire des tâches sémantiques à ce niveau-là. Ensuite on va arriver sur la chambre des parents où là on peut préparer une tâche type, on doit partir en voyage, un week-end, il faut préparer, il faut ranger, il faut trier le linge en fonction de différentes catégories. On dit bonjour à l'avatar. Ensuite, on arrive directement sur le jardin. Oui, je sais, une chambre parentale qui donne sur le jardin, c'est top. On en profite. Voilà, on arrive sur le jardin, il y a un barbecue sur votre gauche, vous avez un petit terrasse, vous pouvez faire du jardinage, continuer un peu le bricolage, recevoir des gens dans votre jardin, avoir plusieurs avatars pour travailler un peu sur les gens qui sont là, jouer avec le chien, sur différentes choses. Voilà, il y a vraiment toute une possibilité, puisqu'on a tout un ensemble de pièces. Et à partir de là, on va également pouvoir jouer sur les objets. Alors il y a différents types d'objets, il y a des objets qui sont généralement tous préhensibles, c'est-à-dire qu'on peut les prendre. Alors ceux qui sont en train de tournicoter, qui sont en 3D, c'est simplement pour vous montrer que les objets sont vraiment en 3D. Donc peu importe la façon dont vous allez les prendre d'une certaine façon et vous allez pouvoir, alors pas les manipuler, les prendre, mais la façon dont ils vont être posés, ils vont se retrouver dans des angles un peu différents. Donc forcément vous allez avoir cette impression de 3D. Et à gauche vous avez donc ici une facture, un short, une casserole, des médicaments. Ça ils sont appliqués en 2D, mais ils sont en 3D dans l'environnement. Ça ce que vous avez dans Roger, c'est là.
Donc juste ici, c'est ce que vous voyez dans Roger, et ça c'était simplement une présentation. Alors c'est des objets que vous avez aussi dans Roger, bien sûr, mais sous un autre format. Et donc vous allez pouvoir jouer sur des objets du quotidien, donc des factures, des outils de bricolage, des outils de sport pour manger, pour faire à manger, le médicament, etc. On a vraiment cherché à se dire, ok, on va faire une base de 300 objets, il faut qu'on trouve du quotidien là-dedans, et en même temps des choses, pas dire farfelues, mais voilà, on a un sombrero, une trottinette, un stéthoscope, enfin voilà. Il y a toute une panoplie d'objets qu'on va pouvoir positionner à différents endroits dans la maison et créer un contenu spécifique. Prends-moi le marteau, prends-moi le tournevis, parce que pour faire ça, on a besoin de ça, de ça et ça. Et au fur et à mesure, on va pouvoir complexifier les choses en fonction des patients et de ses besoins. Alors, on peut également animer et utiliser des avatars. Je suis désolé pour la photo des avatars, elle n'est pas tip-top, mais en fait, c'est une capture de capture de capture. Donc, forcément, il faudrait que je retrouve le fichier de base. Je l'ai quelque part, mais il faut que je le retrouve. Donc, on a 4 avatars qui représentent donc... alors, comme c'est un logiciel qui a été développé en Belgique, on a un avatar qui représente un policier belge, donc en blanc, un postier belge, donc en rouge. Ensuite, on a une personne un peu plus âgée et une personne un peu plus jeune dans une tenue moderne. Voilà, donc ces personnages-là, on peut les animer, on peut les faire parler, on peut les faire bouger dans l'environnement, etc. pour donner un peu plus de réalisme, en tout cas, et les rendre vivants, ou les rendre les interactions vivantes. On a également un chien, qui est donc Roger, qui également peut être animé de différentes façons. Il peut se rouler par terre, aboyer, faire pipi, etc. Et on a un doc en 2D qui est donc ici représenté par un avatar qui lui est en 2D et vient par-dessus par-dessus l'écran pour rajouter du feedback ou peut-être des informations genre attention, tu t'es peut-être trompé, oui, bravo, continue, n'oublie pas, si tu es perdu, tu peux utiliser ça, etc. Vous allez vraiment pouvoir ajouter des feedbacks en direct à ce niveau-là, ou tout simplement intervenir vous en tant que thérapeute. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça donne quelque chose un peu comme ça. Alors, on va essayer de trouver ça tout de suite. Voilà. Donc là, ici, vous allez voir, les avatars ne sont pas animés au démarrage. Ça, c'est de ma faute. C'est moi qui, dans mon codage, ne l'ai pas bien fait, mais je pourrais le faire. Ça, c'est pas un problème. Et dès que vous arrivez, voilà, votre avatar s'anime, bouge un peu et de manière complètement un peu aléatoire, ce qui fait que ça crée vraiment quelque chose d'un peu réaliste, d'un peu vivant. Voilà, donc là, les consignes sont relativement simples. Va me chercher ici, ça. Là, les autres avatars sont figés, donc c'est un peu bizarre. Il aurait fallu que je les anime. C'est quelque chose que j'aurais pu faire sans problème. Hein. Donc là, il nous demande des choses et on va simplement lui apporter ce qu'il nous a demandé. Et voilà, il va nous remercier, etc. Et on va passer à l'avatar suivant et voilà, qui va s'animer au fur et à mesure. Donc ça, c'est des choses qu'on peut jouer au niveau des avatars et c'est assez sympa. Alors, et du coup, on a un éditeur qui va permettre de tout mettre en place. Alors au niveau des possibilités, vous allez pouvoir jouer sur les emplacements des objets. Et en même temps les rendre actifs, inactifs, préhensibles ou non. Je veux le mettre là, je veux pas le mettre là, je veux qu'il soit déposé là, je veux que quand il se dépose là, il se passe quelque chose, etc. Ça, vous allez pouvoir le mettre un peu comme un... Moi, j'appelle ça un puzzle, ou pour ceux qui connaissent ePrime, voilà, Roger est le ePrime de la réalité virtuelle. Voilà, j'aime bien ce terme. Monsieur Corvelin, je vous l'emprunte. Donc voilà, merci beaucoup pour l'image. Donc ici, c'est simplement, je place une balle derrière la porte, je prends la balle, et puis voilà, il ne se passe rien pour l'instant, et je vais ajouter des choses au fur et à mesure, ajouter une cible, etc. Donc on va pouvoir, donc ce que je disais, présenter des aides, donc ça peut être des cibles, ça peut être des niveaux audio, où on rajoute un son par-dessus, ça peut être quelque chose de plus visuel, où on force le regard, etc. Et on va également pouvoir travailler sur les emplacements, les actions, les discours des avatars, les textes, les sons, pour ajouter des consignes, et rendre ça vrai, le plus vrai possible. Ensuite, on va pouvoir combiner tout ça. C'est-à-dire un événement va entraîner une action de la part du joueur et cette action va entraîner un événement. Je dépose la tasse pour faire un café, j'appuie, hop, le café passe, je peux récupérer ma tasse et ainsi de suite. Vous allez pouvoir travailler sur ça en séquentiel, en parallèle, complètement aléatoire. C'est-à-dire qu'à partir de là, vous allez pouvoir créer toute une combinaison d'actions possibles, très simples ou très complexes. Et ajouter ensuite vos feedbacks. Donc ici, voilà, la cible apparaît, dès que la balle est dedans, le médecin vient par-dessus, lui dit bravo, bien joué. Ou alors, bah non, tu t'es trompé, je voulais pas la jaune. Après, vous allez avoir, alors on va venir aux data, où vous allez avoir tout le tracé du patient qui est disponible, mais pas que. Alors, exemple, ici, donc la tâche c'est notre patient a un trouble de la mémoire à court terme. Dans le quotidien, les répercussions sont multiples. Donc par exemple, ça va retenir une information. Donc là, ici, dans la démonstration, le patient reçoit chez lui et doit répondre aux commandes des avatars. Donc ici, l'avatar lui demande... Alors, qu'est-ce qu'il va lui demander? Super que tu sois là, j'ai besoin de 3 choses. Donc là, il demande 3 choses.
des saucisses, des chips, d'un verre à pied. Donc il y a 3 choses à retenir, je vais aller les chercher et je vais lui donner. Alors, ici, ce qui se passe, c'est que les commandes augmentent au fur et à mesure. Le premier, on demande 2, le suivant 3, le suivant 4, et on pourrait aller, voilà, ainsi de suite. Alors, pour ces 3 avatars, pour ces 3 commandes, j'ai mis moins de 15 minutes à créer. Cet exercice, j'aurais pu aller plus loin en créant d'autres avatars. J'ai décidé volontairement de ne pas mettre d'interférence. Voilà, j'aurais très bien pu faire quelque chose qui vient gêner, ou alors il n'y a pas l'objet en question, je reviens, je dis à l'avatar, bah écoute, il n'y a pas de verre à pied. Ah bah c'est pas grave, prends-moi un autre verre. Et dans ce cas, on aurait dû une interférence supplémentaire. Voilà, il y a toute une combinaison de possibilités pour rendre ça un peu vrai. Alors, à l'heure actuelle, bien évidemment, il est interdit de recevoir chez soi en garden party, ou en tout cas très compliqué, mais voilà, quand j'ai créé ça, moi, c'était il y a plus d'1 an. Donc, à l'époque, c'était faisable et permis. Donc voilà. Donc là, l'avatar suivant là, on fait la consigne suivante. Donc, c'est vraiment quelque chose qui permet d'avoir des choses vraiment très sympas à créer. Donc là, ici, c'est simplement, voilà, les saucisses, on va passer à la suite. Donc, comme je disais, en rééducation, l'avantage, c'est vraiment d'avoir des activités en lien avec le processus rééduqué. Donc plus la stimulation représente une scène de la vie courante, donc recevoir des gens et répondre à leurs questions ou à leurs demandes, plus les processus rééduqués sont efficaces. Alors, en d'autres termes, ce serait beaucoup plus efficace de travailler comme ça que de simplement demander, de retenir des chiffres et de les rappeler dans un autre ordre ou de les rappeler a posteriori. Enfin voilà. Mais ça reste sur le principe, bien sûr. Il faut vraiment que l'environnement... Il y a beaucoup de facteurs à contrôler dans l'environnement, et c'est ça qui est vraiment intéressant et challengeant avec la réalité virtuelle. Au niveau des datas, dans Roger, vous avez la possibilité de travailler sur les temps de réaction. Voilà, j'ai ma consigne, j'appuie sur un bouton, quel temps j'ai mis, un temps de réalisation pour la tâche, les tâches ou différentes tâches, un taux de bonne réponse, d'oubli, les indices qui ont été pris, qui ont été oubliés, qui n'ont pas été besoin, l'ordre de prise des objets, etc. Toutes ces données sont vraiment suffisantes pour réaliser des inférences, des lignes de base et du diagnostic. Donc voilà, c'est-à-dire que si vous rejouez la même scène, vous retiendrez les mêmes résultats, en tout cas les mêmes patterns de résultats. Ces datas sont brutes, hein, bien sûr, il faudra derrière encore les analyser pour ceux qui veulent faire de la recherche, en tout cas dans ce niveau-là. Alors, pour Roger, j'aime bien l'appeler un peu un all-in-one, puisque pour moi, c'est vraiment un tout-en-un, puisque vous pouvez créer de la stimulation. Vos patients ou des personnes diverses qui ont décidé de travailler sur leur cognition peuvent faire des exercices de stimulation cognitive, etc., comme on en voit souvent apparaître. Ensuite, le logiciel pourrait détecter de manière précoce un trouble, ou vous, en tant que thérapeute, pourrez détecter chez certains de vos patients un trouble qui n'était peut-être pas prévu ou qui n'a peut-être pas été visible à la base ou qui est en train de s'installer. Vous pourrez utiliser toujours Roger pour faire un diagnostic, créer une ligne de base, parce que par rapport à votre diagnostic, vous avez besoin de travailler certaines choses pour pouvoir travailler avec votre patient au niveau cognitif. Donc vous allez pouvoir créer vos lignes de base, mettre en place vos rééducations avec Roger, refaire une ligne de base, revérifier votre ligne de base pour comparer si votre rééducation est bien efficace, et à 6 mois, 1 an, vérifier au niveau de votre diagnostic s'il y a eu des évolutions entre la première version et la deuxième version. Et ensuite, vous allez pouvoir suivre votre patient en post-rééducation ou toujours continuer la stimulation avec vos patients. Pour ça, Roger est un all-in-one parce qu'il va vraiment permettre de tout faire à la condition que les exercices soient correctement faits. L'exercice spécialisé en stimulation, en diagnostic, ligne de base, rééducation et ainsi de suite. Donc à partir de ce logiciel, vous allez pouvoir faire l'ensemble de votre prise en charge, en tout cas pour les ergothérapeutes, vraiment les cliniciens, les neuropsychologues, même les psychologues aussi, vous allez pouvoir travailler dessus, il n'y a aucun problème avec ça. Il n'y a pas de restriction en tout cas à ce niveau-là. Alors, il faut encore développer, bien sûr, hein, j'en suis totalement conscient, mais en tout cas, sur le papier, en principe, Roger pourrait couvrir l'ensemble de votre prise en charge. Et pas que, il va pouvoir également prendre en charge l'ensemble de vos patients. Alors, bien évidemment, c'est vous qui choisissez si c'est adéquat ou pas pour vos patients, mais en tout cas, on pourrait travailler, diagnostiquer les fonctions attentionnelles, les fonctions mnésiques, instrumentales, exécutives, et même travailler du coup sur les troubles développementaux, neurodéveloppementaux, les troubles 10 aussi, ça pourrait être quelque chose qui pourrait être très bien mis en place, les troubles psychiatriques, psychologiques, les troubles dégénératifs, les troubles acquis, et ainsi de suite, et travailler donc de l'enfant à la personne âgée, puisque comme on n'utilise pas de casque, on n'a pas de restriction en termes d'âge, ni en termes de pathologie, on n'est pas gêné par exemple un schizophrène avec un casque, c'est quand même quelque chose qui est assez dangereux, en tout cas très compliqué à mettre en œuvre. Donc généralement on conseille de ne pas utiliser de casque, en tout cas chez les personnes âgées c'est pareil,
Donc, je conseille d'utiliser pour certaines pathologies et certaines populations, quelque chose qui est peut-être moins immersif, mais qui sera d'autant plus efficace. Alors ensuite, Roger a aussi une autre particularité que d'autres outils ont aussi, c'est de pouvoir créer une bibliothèque en ligne pour échanger les exercices et les scénarios. Vous faites un exercice, un scénario, vous le trouvez bien, voilà, vos collègues peuvent s'en servir et en ça va vraiment être top. On va pouvoir créer des groupes de co-création de contenu, des partenariats, que ce soit scientifiques ou cliniques. Également pouvoir créer des études cliniques justement ou des protocoles de normalisation. À savoir, vous avez des patients, on a des études à faire, et ben pourquoi pas utiliser ces études sur vos patients pour qu'on puisse avoir les données et faire quelque chose de beaucoup plus fort d'un point de vue statistique. Et on va également pouvoir évaluer les contenus par la communauté. Ok, ce contenu-là, il est top, celui-là, il faudrait le creuser encore davantage, etc. etc. Alors, en quoi c'est de la réalité virtuelle? Parce qu'en fait, il utilise les 3 I de Fuchs. Alors déjà, l'interaction, donc qui est sur plusieurs options, soit tout simplement en utilisant une manette très simple comme celle-ci. Et alors, c'est ergonomique, économique, c'est transportable. Et donc, vous pouvez également utiliser un clavier et une souris. Ça, c'est pas problématique en tout cas. Au niveau de l'immersion, donc le deuxième I, donc vous pouvez très bien travailler sur un écran de PC très simple ou un écran de 4 mètres carrés. Ça, il n'y a aucun problème puisque ce que vous avez à la main, il suffit simplement de connecter votre ordinateur à l'écran que vous avez en dispo et vous allez pouvoir augmenter le degré d'immersion de vos patients. Donc, votre TV, vidéoprojecteur, etc. En fait, plus vous allez isoler les sens avec des écrans très larges ou même simplement en mettant un casque pour enlever les sons extérieurs, plus l'immersion sera efficace. Alors, ça restera du coup transportable, mais quand même économique. Si vous travaillez chez vos patients ou au chevet même de vos patients, ben vous pourrez très bien prendre Roger sur votre PC et travailler au domicile du patient, c'est pas gênant. Si vous êtes en cabinet, vous pouvez brancher sur une TV plus grande ou peu importe. Vous allez vraiment pouvoir, c'est vraiment l'objectif, c'est d'avoir ces aspects-là de pouvoir transporter, mais en même temps pouvoir travailler sur place avec Roger sans être gêné. Alors l'interface, le minimum, c'est un ordinateur avec une carte graphique. Voilà, c'est-à-dire que n'importe qui pourrait l'utiliser, n'importe quel centre clinique pourrait l'utiliser. Ça, c'est vraiment intéressant. Clavier et souris, normalement, tout le monde a. Voilà, je pense que tout le monde a au moins un clavier. Alors, si vous faites clavier-souris, je vous conseille quand même les souris comme ça que les souris tactiles, parce que sinon, ça va être assez compliqué. Mais je conseille quand même néanmoins l'usage de la manette, parce que pour les personnes âgées, c'est beaucoup plus simple. En tout cas, on l'a pensé comme ça, donc forcément, ça va demander ça. Ensuite, pour les petits plus, c'est vraiment donc, cette manette, un grand écran, un casque audio, une pièce isolée, une pièce sombre. C'est ce qu'il y a de mieux. Alors, au niveau du résultat, vous avez ici une démonstration avec quelqu'un qui l'utilise donc sur une télé, donc simplement la manette, et ces résultats se font en instantané dans l'environnement. Donc ici, voilà, c'est plusieurs choses qui peuvent être faites. Donc ça, c'est un reportage qui a été fait il y a 2 ans, je crois, 2018. Voilà, et ensuite, ici, c'est quelque chose que j'avais fait avec un patient. Donc, tâche de planification très simple sur l'écran, où là, le patient avait des problèmes face à l'interférence, où il était toujours gêné par ses enfants qui venaient le déranger quand il mettait la table, etc. Donc, la tâche était vraiment très simple. J'avais estimé que si pendant 2 séances consécutives, on n'avait pas d'amélioration du temps pour faire la tâche, c'est qu'elle était maîtrisée, qu'il ne pouvait pas faire mieux. Et donc, à partir de là, j'ai décidé de faire venir des choses pour faire l'interférence, notamment le chien qui venait dans les pattes, qui venait déranger, la radio qui venait en fond sonore pour déranger, etc. Donc voilà, ça c'était assez intéressant à mettre en place avec certains patients. Donc voilà, c'est le genre d'exemple que l'on peut faire. Donc ici, c'est simplement une tâche de mettre la table et derrière, il fallait les débarrasser, etc. Toutes ces vidéos sont dispo sur la chaîne sur laquelle vous regardez actuellement cette vidéo. Donc n'hésitez pas si vous voulez aller plus loin. Alors, on va résumer un peu et se tourner vers les prochains webinaires, puisque je vois que j'ai un peu dépassé le temps que j'avais estimé à la base. Alors, il est donc possible de concevoir soi-même des environnements en VR, mais souvent ces créations sont conditionnées. Il y a un intérêt d'un outil pour paramétrer uniquement les éléments principaux à prendre en compte, donc ça c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant. Partager pour augmenter le contenu, donc ça aussi c'est quelque chose de très intéressant, parce que si quelqu'un crée et partage, pour une autre personne c'est déjà du clé en main, donc je peux l'utiliser tel quel et ça c'est top. Et on peut également, il existe du coup des outils qui sont programmés ou pré-programmés, donc voilà, vous pouvez très bien trouver votre bonheur là-dedans. Moi je dis toujours, c'est toujours une question d'intérêt et de feeling. Si vous avez un intérêt dans tel ou tel outil, eh ben, allez-y. Si vous avez un feeling pour un autre,
allez-y. Voilà, c'est uniquement la seule chose que je vous conseille à ce niveau-là. Donc, l'outil Roger va vraiment permettre très rapidement de créer un exercice. Donc, je vous ai dit en moins de 15 minutes, sachant que vous aurez tout un panel de formations qui sont dédiées par rapport à ça. Il y a des tutos, il y a des manuels, on peut faire des formations en live, on peut faire des formations en présentiel. Il y a vraiment plein de choses qu'on peut vous proposer à ce niveau-là. Donc, ça va permettre de créer rapidement donc, un exercice qui va être adapté et même un diagnostic pour différentes pathologies. Donc là, je m'adresse plutôt à ceux qui créent du diagnostic, qui sont plutôt intéressés par ça. Donc, il est très inclusif au niveau de l'âge et des pathologies. Il est en développement, c'est-à-dire que il est en développement mais dispo. Hein. Alors, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais il est en développement, c'est-à-dire que aujourd'hui, le logiciel tel qu'il est sera encore meilleur demain, encore meilleur après-demain et ainsi de suite. C'est-à-dire que on va vraiment le développer, on va pas simplement faire un one-shot, voilà, on l'a fini, allez-y, amusez-vous bien, ciao. Non. On fera de la R&D tout le temps, tous les ans, on a à cœur de faire des nouvelles mises à jour, d'ajouter des nouveaux objets, de nouveaux avatars, de nouvelles fonctionnalités, on veut vraiment faire quelque chose d'énorme. Donc voilà, n'hésitez pas à donner vos idées si vous avez des besoins. Alors, prochain rendez-vous, on va travailler sur la VR en neuropsychologie, tout ce que vous appelez de rééducation. Donc la deuxième partie, il faut que je la termine aussi. La VR en psychopathologie, ça c'est quelque chose qu'on m'a beaucoup demandé. Les conduites addictives, phobies, les traumatismes, donc c'est la méthode VRET, Virtual Reality Exposition Therapy. La VR en ergothérapie, je vais aussi faire un focus là-dessus. La VR pour faire avancer la science, donc comment la réalité virtuelle a apporté des éléments scientifiques concrets. Et il faut aussi que je traite sur la VR pour le diagnostic, mais voilà, c'est quelque chose qui est extrêmement long, il y a beaucoup de papiers dessus et de choses à voir, donc voilà. Pour la bibliographie, je me suis essentiellement inspiré du traité de la réalité virtuelle, volume 3, sur les outils et les modèles informatiques des environnements virtuels, donc pour la première partie. Également sur créer des jeux de A à Z avec Unity, plus les éléments de formation que j'ai obtenus lors du diplôme universitaire. Ensuite, pour les aspects sur Roger, forcément, je me suis inspiré du site web de l'entreprise, puisque c'est elle qui régit le logiciel, et sur les travaux de ma collègue Camara Lopez en 2008 sur sa thèse, qui a donc permis le développement d'un outil d'évaluation neuropsychologique en réalité virtuelle, et qui a fait un cas spécifique de l'évaluation des mémoires prospectives utilisées pour Roger. Donc voilà, je vous remercie de votre attention, j'ai pris un peu plus de temps que prévu, et maintenant, si vous le souhaitez, je vais passer aux questions-réponses. Je vais laisser l'enregistrement couler pour ceux qui voilà. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, et puis si vous voulez, on peut faire aussi des questions en off. En tout cas, merci de m'avoir suivi, de m'avoir écouté ou de m'avoir réécouté. Enfin voilà, c'est intéressant de voir qu'il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent et que ça crée... voilà, il y a pas mal de réflexions, enfin de choses qui se créent à droite à gauche, donc voilà, c'est intéressant et donc on va continuer à faire ces petits webinaires un peu une fois par mois. Voilà, je garde ça en tête. Donc voilà, si vous avez des questions, vraiment n'hésitez pas. Après, vous pouvez me les poser directement sur l'événement Facebook, je peux y répondre ou directement par mail, j'ai pas de problème avec ça. Sinon, vous avez un onglet contact sur le site Reality qui est donc que vous devez voir en bas à gauche de votre écran. Et bien évidemment, je mettrai le replay. Voilà, je télécharge le replay et je le mettrai sur YouTube cet après-midi. Donc, si vous avez raté des éléments ou que vous avez raté que la moitié, vous avez pu voir que la moitié, voilà, ce sera dispo dans la journée. Bon, s'il n'y a pas de questions, dans ce cas, moi, je vais vous laisser. Je vous dis du coup à bientôt, le mois prochain. Je ne sais pas encore exactement laquelle, j'hésite entre deux. Donc, dès que j'aurai pris ma décision, vous verrez
Vous verrez. Voilà. Merci Valentina d'avoir suivi, merci Clémentine, merci à tous les autres. Voilà, et je vous dis à bientôt, puis bon après-midi à tout le monde aussi. Au revoir.